Il y a un moment dans la vie où un homme réalise qu'il n'a plus d'option. Pour Stéphane Dubois, ce moment est arrivé à 57 ans. Il fixait un avis d'expulsion, les poches vides et nulle part où aller. Il avait accepté un travail consistant à nettoyer une vieille demeure bourgeoise à l'orée d'un village de Provence, un endroit dont la plupart des gens avaient oublié l'existence. La paie était maigre, le travail ardu, mais c'était tout ce qui lui restait. Il franchit la porte d'entrée avec des gants de travail et un balai, prêt à balayer un siècle de poussière. C'est alors qu'il trouva quelque chose dans le grenier, caché derrière une fausse cloison, une malle scellée depuis des décennies. Mais qu'est-ce qui pouvait être si précieux pour que quelqu'un le cache pendant des générations? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain je vous réserve quelque chose de très spécial. Stéphane Dubois était assis à sa table de cuisine dans l'obscurité de l'aube. L'avis d'expulsion était étalé devant lui comme une sentence de mort. 30 jours. C'était tout ce qui lui restait avant que tout ce à quoi il avait réussi à s'accrocher ne disparaisse. L'appartement n'était pas grand-chose, un 2 pièces sans ascenseur avec des tuyaux qui claquaient en hiver et des fenêtres qui tremblaient au passage des camions, mais c'était le sien, ou du moins ça l'avait été. Il enroula ses 2 mains autour de sa tasse de café, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses paumes calleuses. La tasse était ébréchée sur le bord, une survivante de jours meilleurs où il avait un service de vaisselle complet, une maison avec un jardin, une femme qui lui souriait au-dessus du petit déjeuner dominical. Cette vie semblait appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. 8 mois. Cela faisait 8 mois qu'il était au chômage. 8 mois que l'usine de fabrication où il avait travaillé pendant 25 ans avait fermé ses portes pour de bon, emportant avec elle son salaire régulier, son assurance maladie et son sentiment d'utilité. Il y avait été chef d'équipe, responsable d'une équipe de 12 personnes, fier de la qualité qu'il produisait. Lorsque la direction avait fait l'annonce, Stéphane s'était tenu sur le parking avec 2 douzaines d'autres hommes de son âge, tous fixant leur prime de licenciement et se demandant ce qui allait suivre. Pour Stéphane, ce qui a suivi a été une série de rejets. Trop vieux pour les postes de débutants, trop expérimenté pour tout ce qui payait ce dont il avait besoin, trop spécialisé pour les quelques emplois qui existaient dans une ville où le principal employeur venait de disparaître. Il avait postulé partout, magasins, entrepôts, même l'épicerie où il faisait ses courses depuis 20 ans. Rien. Le monde avait continué sans lui. Et à 57 ans, il était censé simplement l'accepter. La lettre d'admission à l'université publique de sa fille Chloé était toujours dans son portefeuille, froissée à force d'être manipulée. Elle avait obtenu une bourse d'études complète, mais les bourses ne couvraient pas tout. Il y avait des frais, des livres, des frais de logement qui s'additionnaient plus vite qu'il ne pouvait compter. Elle avait reporté son inscription, pris 2 emplois à la place, l'un dans un restaurant, un autre dans un magasin, lui disant que ce n'était que pour un an, qu'elle voulait d'abord économiser de l'argent. Mais Stéphane connaissait la vérité. Elle travaillait parce qu'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. La culpabilité pesait lourdement sur sa poitrine, une douleur constante qu'aucune quantité de café ne pouvait effacer. Son fils Léo était à l'autre bout de la région, aux prises avec sa propre jeune famille, un nouveau bébé, des factures médicales, une femme qui travaillait de nuit pendant que Léo travaillait de jour, pour que quelqu'un soit toujours à la maison avec l'enfant. Eux aussi se noyaient, essayant juste de garder la tête hors de l'eau. Stéphane ne pouvait pas leur demander de l'aide. Il était censé être celui vers qui il se tournait, pas l'inverse. Son ex-femme, Sandrine, s'était remariée il y a 3 ans. Son nouveau mari possédait une concession automobile, conduisait une berline de luxe, l'emmenait en croisière. Stéphane était heureux pour elle, ou essayait de l'être, mais chaque fois qu'il la voyait, il ressentait le poids de son propre échec. Elle était passée à la sécurité et au confort. Il avait régressé vers l'incertitude et la honte. Le téléphone sonna à 7h30, le tirant de ses pensées. Numéro inconnu, probablement un collecteur de dettes. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le poussa à décrocher. Monsieur Dubois, ici Nicolas Leroy. Je suis un avocat qui s'occupe de la succession églantine. La voix était formelle, sèche. Je crois savoir que vous faites des petits boulots dans le village. Stéphane se redressa sur sa chaise. Oui, monsieur. Entretien, nettoyage, tout ce qui doit être fait. J'ai un travail qui pourrait vous intéresser. C'est une semaine de travail. Paiement en espèces, 500 €. Êtes-vous disponible?
500 €. Le loyer de Stéphane était de 850 €, mais 500 lui achèterait du temps. Peut-être couvrir les frais de retard qui s'accumulaient. Oui, je suis disponible. Quel est le travail? Il y a une propriété sur la rue des Érables, l'ancienne demeure des Églantines. Vous la connaissez? Tout le monde dans le village connaissait la demeure des Églantines, où on avait entendu parler. Un immense bâtiment du 19e siècle qui était resté vide pendant des décennies, se dégradant lentement derrière des haies envahissantes et un portail en fer rouillé. Jeune homme, Stéphane passait devant avec des amis, se mettant au défi de grimper la clôture, inventant des histoires de fantômes et de trésors enfouis. Personne n'a jamais grimpé cette clôture. L'endroit avait un air d'abandon si complet qu'il semblait inconvenant de le déranger. Je la connais, dit Stéphane. Elle doit être vidée. Chaque pièce, de fond en comble. La fiducie qui la possède a finalement décidé de la préparer à la vente. J'ai besoin de quelqu'un de fiable qui peut travailler de manière autonome. Vos références ont été vérifiées. Votre ancien chef d'équipe à l'usine a parlé en bien de vous. Stéphane sentit une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des mois. Pas tout à fait de l'espoir, mais peut-être son lointain cousin. Quelqu'un avait parlé en bien de lui. Quelqu'un le pensait fiable. Je peux le faire. Quand voulez-vous que je commence? Aujourd'hui, si possible. Je vous retrouve là-bas à 9 h avec les clés pour une visite. Après la fin de l'appel, Stéphane resta assis, très immobile, laissant l'information s'installer. 500 € pour une semaine de travail, ce n'était pas beaucoup. Cela revenait à moins que le salaire minimum pour les heures qu'il devrait y consacrer. Mais c'était quelque chose de plus que ça. C'était du travail. Du vrai travail. Quelque chose à faire à part envoyer des candidatures qui n'allaient nulle part et regarder son compte en banque se vider jusqu'à zéro. Il prit une douche, enfila ses vêtements de travail, un jean usé jusqu'à la corde au genou, une chemise en flanelle qui avait connu des jours meilleurs, des bottes à embout d'acier qui étaient le dernier vestige de son travail à l'usine. Dans le miroir, il se reconnut à peine. Quand ses cheveux étaient-ils devenus si gris? Quand ses rides s'étaient-elles creusées si profondément autour de ses yeux? Le trajet jusqu'à la rue des Érables prit 10 minutes. La demeure se dressait au bout d'une allée circulaire. 3 étages de grandeur fanaient derrière ce fameux portail en fer. Nicolas Leroy était déjà là, un homme mince dans un costume cher qui semblait déplacé face à la décrépitude. L'avocat lui tendit un lourd trousseau de clés. Chaque porte devrait s'ouvrir avec l'une d'elles. Videz tout, les meubles, les boîtes, tout ce que vous trouverez. Une benne sera livrée cet après-midi. Quelque chose de récupérable? Mettez-le de côté dans la dépendance. Des questions? Stéphane leva les yeux vers la structure. La peinture s'écaillait des murs en longues bandes. Plusieurs fenêtres étaient cassées, recouvertes de contreplaqué. Les marches du perron s'affaissaient au milieu. Qui vivait ici? Leroy haussa les épaules. La famille Églantine a fait fortune dans l'industrie manufacturière après la guerre. La première. La maison est passée entre les mains de quelques parents, puis est restée dans une fiducie ces 50 dernières années. Aucun héritier direct que nous ayons pu localiser. C'est dommage, vraiment. Un bel endroit en son temps. Après le départ de l'avocat, Stéphane se retrouva seul dans ce qui avait été un grand hall d'entrée. La poussière recouvrait tout d'une épaisse couverture. Un lustre en cristal pendait au-dessus, la moitié de ses prismes manquant. Le parquet visible sous la crasse était un parquet complexe en chevron. Des moulures couronnaient chaque coin, sculptées à la main de feuilles et de fleurs. Quelqu'un avait aimé cette maison autrefois. Quelqu'un avait choisi chaque détail avec soin. Stéphane enfila ses gants de travail et se mit au travail. Les 3 premiers jours passèrent dans un brouillard de labeur physique. Il travailla pièce par pièce, sortant des meubles qui tombaient en morceaux quand il les touchait, emballant de la vaisselle et du linge qui s'effritait avec l'âge. Son dos lui faisait mal, ses poumons se remplissaient de décennies de poussière accumulée. Mais il continuait à travailler, méthodique et minutieux, parce que c'était ce qu'il savait faire. Il savait se présenter, faire ses heures, finir le travail. Il trouva des fragments de vie dans chaque pièce. Des photographies dans des cadres en argent terni montraient une famille d'une autre époque. Un homme sévère en uniforme militaire. Une femme en perles. 2 enfants en tenue de cérémonie.
Des jouets dans une chambre d'enfant. Des livres dans une bibliothèque. Des vêtements encore suspendus dans les placards. C'était comme si tout le monde était simplement parti un jour et n'était jamais revenu. Le 4e jour, Stéphane monta au 3e étage, dans ce qui avait été les quartiers des domestiques. Les pièces ici étaient plus petites, plus simples, avec des fenêtres étroites et des plafonds en pente. Dans une pièce, le papier peint pendait en lambeaux, révélant des couches plus anciennes en dessous. Il commença à l'arracher, curieux de ce qui se trouvait dessous. C'est alors qu'il remarqua la couture. Le motif du papier peint ne correspondait pas tout à fait sur une section du mur. L'alignement était décalé d'1 centimètre, comme si quelqu'un avait essayé de couvrir quelque chose et n'avait pas réussi à le faire parfaitement. Stéphane passa sa main le long de la couture, sentant la différence de texture. Derrière le papier, il y avait un espace. Il décolla d'autres couches. Travaillant avec précaution. En dessous de tout, peinte pour se fondre dans le mur, mais n'y parvenant pas tout à fait, se trouvait le contour d'une porte. Stéphane recula, son cœur battant plus vite. Une porte cachée dans une demeure oubliée. Une partie de lui voulait rire de l'absurdité que sa vie était devenue, un cliché. Mais la plus grande partie, celle qui était engourdie depuis 8 mois, sentit quelque chose s'agiter. La curiosité, l'intérêt, la faible charge électrique de la découverte. Il trouva un pied de biche dans son camion et força la porte. Elle s'ouvrit avec un grincement de charnière rouillée sur un escalier étroit menant dans l'obscurité. Stéphane alluma sa lampe de poche et commença à monter. L'air du grenier était épais et vicié, intact depuis si longtemps qu'il semblait solide dans les poumons de Stéphane. Le faisceau de sa lampe de poche perçait l'obscurité, illuminant des particules de poussière qui tourbillonnaient en spirale paresseuse. L'espace était exigu, le plafond atteignant à peine 1,80 m à son apogée, descendant jusqu'à la hauteur des genoux sur les bords. Stéphane devait se baisser pour avancer. Le grenier s'étendait sur toute la longueur de la maison, encombré des détritus d'un siècle. Des meubles recouverts de draps blancs se dressaient comme des fantômes dans l'obscurité. Des caisses en bois étaient empilées contre un mur, leurs étiquettes effacées au point d'être illisibles. Des malles et des boîtes remplissaient chaque espace disponible, créant des passages étroits entre des îles de possessions abandonnées. Stéphane avança méthodiquement, vérifiant chaque contenant. La plupart contenaient exactement ce à quoi il s'attendait. De vieux vêtements, du linge mité, des livres aux pages si fragiles qu'elles s'effritaient au toucher. La famille Églantine avait été riche autrefois. C'était clair. La qualité de tout, même en décomposition, parlait d'argent et de goût. Il était sur le point d'abandonner et de redescendre quand sa lampe de poche capta quelque chose d'étrange. Le long du mur du fond, sous la partie la plus basse du plafond en pente, les planches de bois semblaient différentes. Plus neuves. D'une manière ou d'une autre, le grain ne correspondait pas au reste du bois vieilli du grenier. Stéphane rampa plus près à 4 pattes, passant ses doigts le long de la couture où les planches plus récentes rejoignaient les anciennes. Quelqu'un avait construit une fausse cloison ici, soigneusement ajustée, mais pas tout à fait parfaitement. Il pouvait sentir l'espace entre les planches. Voir comment elles avaient été clouées en place plutôt que correctement assemblées. Son pouce accéléra. Dans sa vie antérieure à l'usine, il avait vu assez de constructions pour reconnaître une dissimulation délibérée quand il en voyait une. Ce n'était pas un travail de mauvaise qualité. C'était intentionnel. Il retourna à son camion pour une vraie boîte à outils. Le soleil de l'après-midi commençait à s'incliner à travers les fenêtres brisées quand il revint, projetant de longues ombres sur le sol du grenier. Stéphane se positionna devant la fausse cloison et commença à arracher les planches. Elles se détachèrent plus facilement qu'il ne l'avait prévu, les clous vieux et affaiblis par le temps. Derrière le mur se trouvait un espace peu profond, peut-être 60 cm de profondeur, creusé dans ce qui aurait dû être une structure solide. Et dans cet espace se trouvait une seule malle. Elle était plus petite que les autres, dispersée dans le grenier, faite de cuir foncé avec des ferrures en laiton oxydé en vert. Une lettre ornée était embossée sur le couvercle, encore visible malgré le ternissement. La malle était parfaitement centrée dans l'espace caché, positionnée avec soin. Stéphane tendit la main pour la prendre, puis hésita. C'était comme franchir une ligne. Tout le reste dans la maison était clairement abandonné, laissé à pourrir. Mais ceci avait été caché exprès. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour s'assurer que cela reste secret. Il pensa aux instructions de Nicolas Leroy.
Videz tout. L'avocat n'avait rien dit sur les compartiments cachés ou les malles secrètes, mais il n'avait pas non plus dit de les ignorer. Les mains de Stéphane prirent la décision avant que son esprit n'ait fini de débattre. Il tira la malle vers lui. Elle était lourde, substantielle. Il y avait définitivement quelque chose à l'intérieur. La serrure était un simple cadenas en laiton, démodé mais robuste. Stéphane essaya les clés que le roi lui avait données, mais aucune ne convenait. Il s'assit sur ses talons, considérant ses options. Il pouvait appeler l'avocat, signaler la découverte, laisser quelqu'un d'autre décider quoi en faire. Mais 500 €, c'était tout ce qu'il obtenait pour ce travail. S'il y avait quelque chose de précieux ici, quelque chose qui pourrait lui valoir une prime ou un bonus, il ne pouvait pas se permettre de le laisser filer. Son avis d'expulsion indiquait 30 jours au début de la semaine. Maintenant, il en avait 26. Il utilisa le pied de biche pour casser la serrure. La malle s'ouvrit avec un craquement de charnières anciennes. À l'intérieur, l'odeur de vieux papier et de cuir monta, moisi mais pas désagréable. La lampe de poche de Stéphane révéla des piles de documents soigneusement rangés et remarquablement bien conservés dans leur sanctuaire caché. Sur le dessus reposait un journal relié en cuir, sa couverture embossée du même ornée que la malle. Stéphane le souleva avec précaution, l'ouvrit à la première page. L'écriture était précise, masculine, confiante. Journal de Jean Églantine, capitaine, Armée française, 1943. Le souffle de Stéphane se coupa. Il avait vu les photographies en bas. L'homme sévère en uniforme militaire. C'était le sien. Il tourna les pages lentement, lisant des entrées écrites dans des tranchées et des camps de campagne à travers l'Europe. Jean Églantine avait documenté son expérience de la guerre avec une clarté remarquable. Pas la grande fresque de l'histoire, mais les petits moments humains, l'épuisement, la peur, les liens entre les hommes face à la mort. Mais à mesure que le journal progressait à travers 1944 et jusqu'en 1945, un autre fil émergea. Des références à des lettres de la maison, à des préoccupations commerciales, à quelque chose qui n'allait pas tout à fait. Jean mentionnait son associé, Pierre Beaumont, avec une inquiétude croissante. Beaumont écrit qu'il a pris des décisions nécessaires en mon absence, lisait-on dans une entrée. Mais le ton me trouble. Monique partage mon inquiétude. Elle mentionne des transactions dont elle n'a pas été consultée, des documents qu'on ne lui a pas montrés. Je fais confiance à l'instinct de ma femme. Quelque chose ne va pas. Stéphane sauta des pages, cherchant plus loin. Les entrées devinrent plus inquiètes alors que Jean se préparait à rentrer chez lui. La guerre se termine. Je ne devrais ressentir que du soulagement. Au lieu de cela, je ressens de l'effroi. Que trouverai-je à mon retour? Le journal se terminait en décembre 1945, avec Jean sain et sauf à la maison, mais les problèmes commerciaux non résolus. Je vais tirer cette affaire au clair. Je le dois à ma famille, aux hommes qui ont travaillé pour moi, à mon propre honneur. Quoi que Beaumont ait fait, cela éclatera au grand jour. Stéphane mit le journal de côté et examina le reste du contenu de la malle. Il y avait des lettres, des dizaines, attachées avec un ruban délavé. Des documents juridiques, leur sceau encore intact, des photographies, des certificats d'action, un épais dossier de correspondance commerciale. Il vérifia sa montre. Près de 18 heures, il était dans le grenier depuis des heures, si absorbé par la découverte qu'il avait perdu la notion du temps. La lumière qui passait par les fenêtres s'estompait au crépuscule. Stéphane prit une décision qui allait tout changer. Il chargea la malle dans son camion, la couvrit d'une bâche et la ramena chez lui, à son appartement. Il se dit qu'il avait juste besoin de temps pour tout examiner correctement, pour comprendre ce qu'il avait trouvé avant de le signaler. Il se dit qu'il appellerait le roi demain, expliquerait tout, mais au fond de lui, il savait qu'il franchissait une ligne. Cette malle avait été cachée pour une raison. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour garder ses documents secrets. Et maintenant, Stéphane les prenait, les sortait de la maison, en faisait sa responsabilité. Il monta la malle à son appartement dans le noir, reconnaissant que ses voisins ne se mêlaient pas de ses affaires. À l'intérieur, il verrouilla la porte et posa la malle sur sa table de cuisine. Pendant un long moment, il resta là à la regarder. Puis il l'ouvrit de nouveau et commença à lire sérieusement. Les lettres racontaient une histoire de désespoir croissant. Jean Églantine était revenu de la guerre pour trouver son association commerciale en ruine.
Beaumont avait pris des décisions que Jean n'avait jamais approuvées, déplacer des actifs de manière à sembler conçus pour l'évincer de sa propre entreprise. Et puis, brusquement, la correspondance s'arrêta. Stéphane trouva la notice nécrologique de Jean Églantine nichée parmi les papiers. Février 1947, mort à 52 ans. Cause du décès, crise cardiaque. Mais il y avait autre chose, enfouie plus profondément dans la malle. Une lettre de Monique Églantine à un avocat, datée de mars 1947. Je ne crois pas que mon mari soit mort de cause naturelle. Je crois qu'il a été assassiné. Et je crois que Pierre Beaumont en est responsable. Stéphane se renversa sur sa chaise, la lettre tremblante dans ses mains. Ce n'était plus seulement un travail de nettoyage. C'était quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus dangereux, et il était maintenant en possession de preuves que quelqu'un avait voulu garder enterrées pendant 3/4 de siècle. Son téléphone vibra. Un SMS de Chloé. Comment se passe le nouveau travail, papa? Stéphane regarda la malle, les documents éparpillés, les mots « assassiné » dans l'écriture désespérée de Monique Églantine. Il répondit « Ça se passe bien, ma chérie. » Très bien. Mais en regardant la malle pleine de secrets, il savait que rien de tout cela n'allait bien. Stéphane ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis à sa table de cuisine sous l'unique lumière du plafond, le contenu de la malle étalé devant lui comme les pièces d'un puzzle qu'il commençait à peine à comprendre. Le café refroidit dans sa tasse alors qu'il parcourait document après document, reconstituant la chronologie de ce qui était arrivé à la famille Églantine. Le journal de guerre du capitaine Jean Églantine n'était que le début. Derrière, Stéphane trouva 11 autres journaux, allant de l'enfance de Jean en 1910 jusqu'à cette dernière entrée en décembre 1945. L'homme qui émergeait de ces pages était réfléchi, intègre, dévoué à sa famille et à ses ouvriers. Il avait bâti la manufacture Églantine à partir d'un petit atelier pour en faire un employeur majeur, traitant ses gens équitablement et construisant quelque chose qu'il espérait transmettre à ses enfants. L'associé, Pierre Beaumont, apparaissait dans les journaux dès 1938. Un ami d'université de Jean, charmant et ambitieux, qui avait proposé un partenariat pour apporter des capitaux pour l'expansion. Jean avait hésité, mais avait finalement accepté, attiré par l'enthousiasme et le sens des affaires de Beaumont. La décision, Stéphane pouvait le voir maintenant, avait été une terrible erreur. Pendant que Jean servait à l'étranger, Beaumont avait systématiquement repositionné les actifs de l'entreprise. La correspondance entre Jean et sa femme Monique racontait l'histoire par fragments. Monique écrivait à propos de réunions auxquelles elle n'était pas invitée, de décisions prises sans qu'elle le sache, de documents qui apparaissaient et disparaissaient du bureau de Jean à la maison. M. Beaumont m'assure que ce sont des affaires courantes, écrivait Monique dans une lettre de 1944. Mais je ne peux me défaire du sentiment que quelque chose est profondément anormal. Ton père a bâti cette entreprise de ses propres mains. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle nous échappe alors que tu es à des milliers de kilomètres de la maison, incapable de protéger ce qui est à toi. Les réponses de Jean montraient son alarme croissante. Il essayait de gérer la situation depuis l'Europe, écrivant des lettres à des avocats et des comptables pour exiger des explications, mais la guerre avait rendu la communication lente et peu fiable. Au moment où Jean rentra chez lui, la transformation de l'entreprise par Beaumont était presque terminée. Stéphane trouva la preuve irréfutable vers 3 heures du matin. C'était une lettre écrite d'une main tremblante sur du papier à lettres personnelles, datée de juin 1960. La signature en bas disait « Pierre Beaumont. J'écris ceci en tant qu'homme mourant, commençait elle. Les médecins me donnent au plus quelques semaines, et je trouve que je ne peux quitter ce monde sans reconnaître ce que j'ai fait. » Les mains de Stéphane tremblaient en lisant. Beaumont confessait tout, avoir falsifié la signature de Jean sur des documents commerciaux pendant qu'il était à l'étranger, créé de faux registres de dettes, transféré systématiquement des actifs à son propre nom. Il avait tout planifié soigneusement, profitant de l'absence de Jean et du chaos de la tenue des registres en temps de guerre. Quand Jean est revenu et a commencé à enquêter, écrivait Beaumont, j'ai su que je serais démasqué. Mais j'étais allé trop loin pour faire marche arrière. J'avais bâti une vie sur ce que j'avais pris. Je ne pouvais pas y renoncer. La lettre s'arrêtait juste avant d'avouer le meurtre, mais l'implication pesait lourdement dans le phrasé prudent. Jean Églantine était mort subitement en février 1947, juste au moment où il se préparait à intenter une action en justice contre son associé. Le moment opportun était impossible à ignorer. Je me dis que c'était son cœur,
que le stress de découvrir ma trahison s'est simplement avéré trop lourd pour lui, écrivait Beaumont. Peut-être que c'est même vrai. Mais je sais que je suis responsable de sa mort, que ma main ait porté le coup ou non. La lettre n'avait jamais été envoyée. Beaumont l'avait écrite, signée, scellée dans une enveloppe adressée à Monique Églantine, mais il ne l'avait jamais postée. Peut-être que son courage lui avait manqué. Peut-être avait-il décidé que la confession ne causerait que plus de douleur. Quoi qu'il en soit, la lettre avait fini dans cette malle, cachée avec toutes les autres preuves de ce qu'il avait fait. Stéphane lut la confession 3 fois, s'assurant de comprendre chaque mot. C'était réel. C'était la preuve. Un homme d'affaires riche et respecté avait tout volé à son associé et l'avait conduit à une mort prématurée, et il s'en était tiré pendant plus de 70 ans. La question maintenant était de savoir ce que Stéphane devait faire de cette information. Il commença à faire des recherches, utilisant son ordinateur portable pour fouiller dans les archives de vieux journaux et les registres publics. La notice nécrologique de Jean Églantine le présentait comme un homme d'affaires prospère mort trop jeune. Il n'y avait aucune mention de problème financier ou de différend. Pierre Beaumont avait fait une déclaration, qualifiant Jean D, ami cher et d'associé irremplaçable dont la perte était dévastatrice pour tous ceux qui le connaissaient. Beaumont lui-même était mort en 1962, riche et respecté. Sa nécrologie énumérait de nombreuses contributions caritatives et des rôles de leadership communautaire. Il y avait même un centre communautaire Beaumont en ville, construit grâce à son généreux don. Stéphane était passé devant une centaine de fois sans jamais penser à l'origine de l'argent. L'histoire de Monique Églantine était plus difficile à retracer. Stéphane trouva sa nécrologique de 1951. Elle était morte seulement 4 ans après son mari, à l'âge de 56 ans. Le bref avis mentionnait qu'elle laissait derrière elle sa fille Marie. Aucune mention de l'entreprise, de la fortune ou de la maison qu'elle avait perdue. Marie Églantine avait épousé un certain Mercier en 1952. Stéphane trouva l'acte de mariage, puis les actes de naissance de 2 enfants, Bernadette en 1954, Thierry en 1956. La piste s'estompait après cela. La famille Mercier avait apparemment quitté la ville. Peut-être incapable de supporter de vivre dans l'ombre de ce qui leur avait été pris. Au lever du jour, Stéphane avait rempli un carnet de noms, de dates et de liens. Il avait photographié chaque document de la malle avec son téléphone, créant une sauvegarde numérique. Il savait qu'il devait appeler Nicolas Leroy, signaler ce qu'il avait trouvé, tout remettre aux autorités compétentes. Mais quelque chose le retenait. Peut-être était-ce de savoir que le système judiciaire avait laissé tomber Monique Églantine lorsqu'elle avait tenté d'obtenir justice. Peut-être était-ce de comprendre avec quelle facilité les gens puissants pouvaient faire disparaître des vérités gênantes. Ou peut-être était-ce plus simple que cela. Peut-être avait-il juste besoin de croire qu'une personne, même quelqu'un d'aussi impuissant que lui, pouvait encore faire une différence. Son téléphone sonna à 7h30. Chloé appelait avant son service du matin au restaurant. « Juste pour prendre de tes nouvelles, papa, dit-elle. Tu avais l'air bizarre quand on s'est textoté hier soir. » Je vais bien, ma chérie. Juste fatigué. Ce travail est plus important que je ne le pensais. Il te paie assez? Tu ne devrais pas laisser les gens profiter de toi. Stéphane regarda la malle, les preuves d'une famille détruite par la cupidité et la trahison. Personne ne profite de moi. Je te le promets. Après avoir raccroché, Stéphane prit une décision. Il finirait le travail de nettoyage à la demeure, il avait besoin de ses 500 €. Mais il découvrirait aussi ce qui était arrivé aux enfants de Marie Églantine. S'ils étaient encore en vie, ils méritaient de connaître la vérité sur leur grand-père. Ils méritaient de savoir que leur famille n'avait pas simplement échoué, mais avait été délibérément détruite. Et si les retrouver signifiait que Stéphane pourrait en bénéficier d'une manière ou d'une autre, trouver un moyen de sortir de sa propre situation désespérée, eh bien, cela ne rendait pas la vérité moins importante. Il prit une douche, s'habilla et retourna à la demeure alors que le soleil se levait sur le village. La maison semblait différente maintenant, sachant quel secret elle avait gardé. Stéphane se tint dans le hall d'entrée, regardant le grand escalier, imaginant Monique Églantine gravir ses marches, en deuil et seule, essayant de s'accrocher à ce qui restait de sa vie. « Je vais réparer ça, dit-il à la maison vide. D'une manière ou d'une autre, je vais réparer ça. Il ne savait pas encore que sa promesse le mettrait en danger. Il ne savait pas que des gens puissants feraient n'importe quoi pour garder le passé enterré.
Il savait seulement que pour la première fois en 8 mois, il avait un but au-delà de la simple survie. Et parfois, un but suffit à faire avancer un homme. La semaine à la demeure s'est étendue à 10 jours. Stéphane dit à Nicolas Leroy qu'il avait besoin de plus de temps pour faire le travail correctement, et l'avocat accepta sans grand intérêt. La vérité était que Stéphane passait ses journées à vider des pièces et ses nuits à faire des recherches obsessionnelles sur la famille Églantine, incapable de lâcher ce qu'il avait découvert. Les lettres de Monique et Églantine formaient le cœur déchirant du contenu de la malle. Stéphane en trouva des dizaines, des copies carbone qu'elle avait gardées de correspondances envoyées à des avocats, des policiers, des régulateurs commerciaux, quiconque pourrait écouter ses affirmations sur la mort de son mari et le vol de leur entreprise. Chaque lettre suivait le même schéma. Monique présentait son cas clairement et logiquement, citant des documents et des transactions spécifiques. Elle expliquait ses soupçons sur la mort soudaine de Jean. Elle demandait une enquête, une assistance juridique, toutes sortes d'aides. Et chaque réponse suivait le même schéma aussi. Des regrets polis, des explications sur l'insuffisance de preuves, des suggestions que le deuil avait obscurci son jugement, des portes se fermant les unes après les autres jusqu'à ce que Monique n'ait plus nulle part où se tourner. « Il me traite comme si j'étais hystérique », écrivit-elle à sa sœur en 1948. Comme si les préoccupations d'une femme n'étaient que de la vapeur émotionnelle indigne d'une considération sérieuse. Mais je sais ce que je sais. Jean était en bonne santé et fort. Il se préparait à confronter Pierre avec des preuves de fraude. Et puis soudainement, son cœur s'est simplement arrêté. Personne ne trouve ce timing commode suspect, sauf moi. Stéphane sentit la rage monter en lisant. Monique avait eu raison sur toute la ligne. Elle avait vu la vérité clairement, tandis que tout le monde autour d'elle choisissait un aveuglement volontaire, et elle était morte sans jamais voir la justice, rejetée et oubliée. Il trouva des documents sur la façon dont l'entreprise avait été absorbée par les actifs de Beaumont. Des papiers juridiques montraient des transferts de propriété. Monique forçait de vendre le contenu précieux de la demeure pièce par pièce pour survivre. La maison elle-même avait été préservée par un arrangement fiduciaire compliqué, mais elle restait vide, une coquille de ce qu'elle avait été. Les lettres de Marie à sa mère, écrites quand elle était jeune femme, montraient ses propres tentatives de poursuivre le combat, mais elle était encore plus jeune que Monique, encore plus facilement rejetée. Finalement, ces lettres prirent un ton de défaite. Peut-être devrions-nous laisser tomber, mère. Peut-être devrions-nous essayer de construire une nouvelle vie ailleurs. C'est apparemment ce qu'ils avaient fait. Les recherches de Stéphane montrèrent que la famille Mercier avait déménagé en Oregon au milieu des années 50. Marie avait élevé ses enfants loin de la scène de la destruction de sa famille. La bibliothèque municipale devint la deuxième maison de Stéphane. La bibliothécaire en chef, une femme nommée Valérie Garnier, le remarqua penché sur le lecteur de microfilms jour après jour et finit par lui demander ce qu'il recherchait. Stéphane hésita, puis décida qu'il avait besoin d'une alliée. Il lui parla de la malle, de ce qu'il avait trouvé. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent alors qu'il décrivait les documents. « J'étudie l'histoire locale depuis 30 ans, dit-elle doucement. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à la famille Églantine. La transition de cette entreprise a été si abrupte, et puis ils ont simplement disparu des registres. Je supposais qu'ils avaient simplement déménagé. Ils ont été effacés, dit Stéphane, systématiquement et délibérément. Valérie sortit ses propres dossiers de recherche. Elle documentait la croissance de l'empire commercial de Beaumont, comment il était devenu l'un des citoyens les plus éminents de la ville. Son petit-fils, Philippe Beaumont, est toujours important ici. Développement immobilier principalement. Il siège au conseil d'administration de l'hôpital, fait des dons aux campagnes politiques. Le nom de la famille est partout. Bâti sur de l'argent volé, dit amèrement Stéphane. Pouvez-vous le prouver ? Demanda Valérie. Stéphane pensa à la lettre de confession, aux documents falsifiés. Je pense que oui. Mais je dois d'abord trouver les enfants de Marie. Ce sont les héritiers légitimes. Ils méritent de connaître la vérité. Valérie l'aida à chercher. Ensemble, ils tracèrent Bernadette Mercier à travers les registres publics, les listes électorales, les licences professionnelles. Elle était devenue enseignante, ne s'était jamais mariée, avait gardé son nom de famille. Ils trouvèrent son adresse actuelle en Bretagne, dans une résidence pour seniors actifs. Son frère Thierry était plus difficile à retrouver.
Ils trouvèrent son certificat de décès de 1998, maladie cardiaque à 42 ans. Mais Thierry avait été marié, avait eu un fils, Sébastien Mercier, maintenant dans la quarantaine, vivant à Marseille et travaillant dans le développement de logiciels. 2 descendants vivants, 2 personnes qui n'avaient aucune idée que leur famille avait été volée. Stéphane rédigea un email à Bernadette, expliquant soigneusement qui il était et ce qu'il avait trouvé. Il joignit des photos de quelques documents clés, assez pour prouver qu'il n'était ni un excentrique ni un escroc. Puis il resta assis, le doigt planant au-dessus du bouton d'envoi pendant 10 minutes avant de finalement l'appuyer. 3 jours passèrent sans réponse. Stéphane se jeta dans l'achèvement du travail à la demeure, vidant les dernières pièces. Son corps lui faisait mal à cause du travail physique, mais il l'accueillait. La douleur lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer, autre que la vérification obsessionnelle de ses emails. Le 4e jour, Nicolas Leroy se présenta pour une inspection finale. Il traversa les pièces vides, hochant la tête avec satisfaction. Bon travail, Dubois. Très minutieux. Il tendit à Stéphane une enveloppe avec 500 € en espèces, puis ajouta 200 de plus. Bonus. Vous avez fait plus que ce qui était demandé. Stéphane empocha l'argent, en sentant le poids. 700 €. Assez pour lui acheter un autre mois dans son appartement. Assez pour garder les lumières allumées un peu plus longtemps. Mais cela semblait mal, d'une certaine manière. Être payé pour nettoyer une maison tout en cachant les preuves de ce qui s'y était réellement passé. Puis-je vous demander quelque chose ? Dit Stéphane. Savez-vous quelque chose sur la famille Églantine ? Pourquoi la maison a-t-elle fini comme ça ? Leroy haussa les épaules. Avant mon temps. La fiducie a été établie dans les années 60. Mon cabinet ne fait que la gérer. Je sais qu'aucun héritier direct n'a été localisé, c'est pourquoi elle est finalement vendue. Pourquoi demandez-vous ? Juste curieux, dit Stéphane. Ça semble triste, un endroit comme celui-ci laissé à l'abandon. Après le départ de Leroy, Stéphane traversa une dernière fois la demeure vide. Il se tint dans ce qui avait été le bureau de Jean Églantine, essayant d'imaginer l'homme travaillant à son bureau, ignorant que son associé détruisait systématiquement tout ce qu'il avait construit. Son téléphone vibra. Un email de Bernadette Mercier. Monsieur Dubois, je ne peux commencer à exprimer ce que j'ai ressenti en lisant votre message. Ma grand-mère, Monique, a passé ces dernières années à insister sur le fait que quelque chose de terrible avait été fait à notre famille. La plupart des gens, y compris les membres de ma propre famille, pensaient que le deuil l'avait rendue paranoïaque. Je n'étais qu'une petite enfant quand elle est morte, mais je me souviens de son intensité, de sa certitude que la vérité finirait par émerger. Si ce que vous avez trouvé est réel, alors elle avait raison depuis le début. J'ai besoin de voir ces documents. Je peux prendre l'avion la semaine prochaine. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas un canular cruel. Stéphane lut l'email 3 fois, son cœur battant à tout rompre. C'était réel maintenant. Il avait mis quelque chose en mouvement qui ne pouvait être arrêté. Il répondit immédiatement. Ce n'est pas un canular. J'ai tout. Venez dès que vous le pourrez. Ce soir-là, alors que Stéphane préparait le dîner dans son petit appartement, quelqu'un glissa une enveloppe sous sa porte. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste son nom tapé à la machine sur le devant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un message en lettres capitales, « Laissez le passé enterré ou vous le regretterez ». Stéphane se tint sur le seuil de sa porte, regardant de haut en bas le couloir vide. Quiconque avait livré la menace était déjà parti. Quelqu'un savait ce qu'il avait trouvé, et voulait qu'il arrête. Stéphane ne dormit pas bien après avoir trouvé la note de menace. Il gardait maintenant la malle dans le placard de sa chambre, cachée sous de vieilles couvertures, et vérifiait les serrures de sa porte 3 fois avant d'essayer de se reposer. Chaque bruit dans le couloir le tendait, se demandant si quelqu'un arrivait. Le matin, il trouva un deuxième message. Celui-ci avait été glissé dans sa boîte aux lettres. Une autre enveloppe, une autre menace tapée à la machine. Vous vous mêlez d'affaires qui ne vous concernent pas. Arrêtez maintenant tant que vous le pouvez encore. La spécificité le troubla. Quiconque les avait envoyés connaissait la malle, connaissait ses recherches. L'avait-il observé à la bibliothèque ? Le suivait-il en rentrant de la demeure ? Stéphane se sentit exposé d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses problèmes financiers.
Il appela Valérie Garnier et lui lut les messages au téléphone. « Vous devez prendre cela au sérieux, dit-elle immédiatement. Apportez-les à la police. Documentez tout. Et leur dire quoi? Que j'ai trouvé des documents dans une maison que j'ai été engagé pour nettoyer, que je les ai emportés chez moi sans permission, et que maintenant quelqu'un est en colère à ce sujet. » Stéphane secoua la tête même si elle ne pouvait pas le voir. « Je ne suis pas sûr d'être le bon gars dans cette histoire. Vous protégez des preuves historiques, insista Valérie. C'est important. » Mais Stéphane n'était pas sûr que la police le verrait de cette façon. Il avait franchi des lignes, il le savait. La malle aurait dû être signalée immédiatement. Au lieu de cela, il l'avait cachée, avait fait des recherches, contacté des héritiers potentiels sans rien dire à personne. Il avait laissé son désespoir et sa curiosité l'emporter sur son bon jugement. Pourtant, les menaces le rendirent plus déterminé, pas moins. Quelqu'un voulait que cela soit enterré assez fort pour l'intimider. Cela signifiait que c'était important. Que la vérité était dangereuse pour quelqu'un. Valérie le rejoignit à la bibliothèque cet après-midi-là avec de nouvelles informations. Elle avait fouillé dans l'arbre généalogique de la famille Beaumont, traçant les descendants. Pierre Beaumont a eu un fils, Charles, qui est mort dans les années 80, expliqua-t-elle en étalant ses notes. Charles a eu 2 enfants. La fille a déménagé en Europe, a épousé un homme riche, n'est pas revenu depuis des décennies. Mais le fils, Philippe Beaumont, il est très local, très en vue. Elle montra à Stéphane une coupure de journal de la section économique. Philippe Beaumont, 58 ans, debout devant un nouveau développement commercial. La légende louait son investissement visionnaire dans la revitalisation du centre-ville. Il essaie d'acheter la propriété églantine depuis des années, continua Valérie. La fiducie continue de refuser, mais on dit que si aucun héritier n'est localisé, la propriété pourrait finalement revenir à la ville. Philippe a assez de relations politiques pour pouvoir l'acquérir via un marché de faveur. Stéphane étudia la photographie. Philippe avait les traits vifs de son grand-père, le même sourire confiant. Combien vaut cette propriété maintenant? Emplacement de choix en centre-ville, 3 hectares, bâtiment historique. Valérie calcula de manière conservatrice. 3 à 4 millions, peut-être plus pour le bon promoteur. Le chiffre fit tourner la tête de Stéphane. Il avait pensé à la justice historique, à réparer de vieux torts. Mais il ne s'agissait pas seulement du passé. Il s'agissait d'argent actuel, d'immobilier, de pouvoir. Si la fraude était prouvée, si les héritiers églantines pouvaient établir leurs revendications, Philippe Beaumont risquait de perdre des millions. « Vous pensez qu'il a envoyé les menaces ?» demanda Stéphane. « Ou quelqu'un travaillant pour lui, » dit Valérie. « Il a beaucoup à perdre si cela sort. Pas seulement la propriété. La réputation de sa famille est bâtie sur le prétendu génie des affaires de Pierre Beaumont. S'il s'avère que son grand-père était un voleur et peut-être un meurtrier, cela change tout. » La fille de Stéphane, Chloé, appela ce soir-là. Elle semblait toujours sentir quand quelque chose n'allait pas, même à distance. « Tu as l'air stressé, papa. Tout va bien ?» Stéphane regarda la malle, les notes de menaces étalées sur sa table. « Juste fatigué, ma chérie. »« Comment vont tes cours ?» Elle s'était inscrite à 2 cours à l'université régionale, travaillant toujours ses 2 emplois, mais déterminée à continuer d'avancer. Elle parla de son cours de psychologie, d'un devoir qu'elle écrivait sur le traumatisme générationnel. Stéphane écouta, fier et coupable à la fois. « J'ai réfléchi, » dit Chloé prudemment. « Peut-être que je devrais prendre le prochain semestre de congé, économiser plus d'argent, t'aider avec le loyer jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de stable. » « Absolument pas, » dit fermement Stéphane. « Tu continues tes études. Je suis en train de régler les choses. » Après avoir raccroché, Stéphane resta assis dans le noir, pensant à ce que Chloé avait dit. Traumatisme générationnel. La famille églantine en avait certainement fait l'expérience, une injustice transmise à travers les décennies, façonnant les vies qui ont suivi. Marie grandissant dans la pauvreté après que la richesse de sa famille ait été volée. Ses enfants élevés avec l'ombre de cette perte, même s'ils ne la comprenaient pas entièrement. Et maintenant, c'était la génération de Stéphane qui faisait face aux déplacements économiques, regardant les opportunités s'évaporer, incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants comme leurs parents l'avaient fait pour eux. Des circonstances différentes,
le même sentiment d'impuissance face à des forces trop grandes pour être combattues. Peut-être que c'est pourquoi cela comptait tant pour lui. Il ne s'agissait plus seulement des églantines. Il s'agissait de croire que la vérité et la justice pouvaient encore gagner. Qu'une personne qui se lève pouvait faire une différence. Bernadette Mercier arriva un mardi matin. Stéphane la rencontra dans un café en centre-ville, arrivant tôt pour réserver une banquette d'angle où il pourrait parler en privé. Il avait apporté son ordinateur portable avec les documents numérisés, organisés en dossiers par date et type. Bernadette avait 70 ans, élégante d'une manière qui parlait de force intérieure plutôt que de richesse. Elle avait les yeux de sa grand-mère Monique, pensa Stéphane, la même intensité et intelligence. Elle portait un dossier en cuir usé qu'elle posa soigneusement sur la table. « J'ai apporté ce que j'ai », dit-elle après qu'il se soit présenté. « Des photos de famille, quelques-unes des lettres de Monique que ma mère a gardées. Pas grand-chose, mais c'est tout ce qui nous reste d'eux. » Elle ouvrit le dossier avec des mains qui tremblaient légèrement. À l'intérieur se trouvaient des photographies en noir et blanc de la famille Églantine à des jours meilleurs. Jean en uniforme, Monique dans un jardin, Marie petite fille en robe blanche. Bernadette toucha les images doucement, avec respect. « Ma mère ne parlait jamais beaucoup de son enfance, » dit doucement Bernadette. Quand elle le faisait, il y avait toujours de la douleur dans sa voix. Elle disait que son père était un homme bon qui avait été détruit par quelqu'un en qui il avait confiance. Elle disait que sa mère était morte de chagrin. Je pensais que c'était juste de la mythologie familiale, le genre d'histoire que les gens racontent pour expliquer leur perte. Stéphane lui montra les documents sur son ordinateur portable, passant en revue tout ce qu'il avait trouvé. Les lettres de Monique, les papiers commerciaux, les journaux de Jean, et enfin la confession sur le lit de mort de Pierre Beaumont. Bernadette lut la confession avec des larmes coulant sur son visage. Ma grand-mère avait raison. Elle avait raison sur tout, et personne ne la croyait. Je la crois, dit Stéphane. Et je pense que nous pouvons le prouver. Ils passèrent 3 heures à tout examiner, Bernadette complétant des morceaux de l'histoire familiale qui donnaient vie aux documents. Elle lui parla des cauchemars de sa mère, de la façon dont Marie se réveillait en pleurant, disant qu'elle aurait dû faire plus pour aider Monique, de la culpabilité qui avait hanté Marie toute sa vie. Ma mère est morte en 1989, dit Bernadette. J'aurais aimé qu'elle sache que la vérité finirait par éclater. Elle a des petits-enfants ? Demanda Stéphane. Mon frère Thierry est mort jeune. Problème cardiaque, la même chose qui a tué notre grand-père soi-disant. Mais Thierry a eu un fils, Sébastien. Il est en Californie. Travaille dans la technologie. Un garçon intelligent, mais je suppose que ce n'est plus un garçon maintenant. La quarantaine. Connaît-il l'histoire de la famille ? Une partie. Assez pour savoir que nous avons été lésés, mais sans preuve. Bernadette regarda Stéphane avec gratitude et quelque chose comme de l'émerveillement. Vous avez trouvé des preuves. Vous avez trouvé ce que Monique a passé des années à chercher sans jamais le trouver. Alors qu'il se préparait à partir, Bernadette saisit soudain le bras de Stéphane. Cet homme là-bas, de l'autre côté de la rue, dans la voiture noire. Je crois qu'il nous observe. Stéphane se tourna nonchalamment, repérant le véhicule. Vitres teintées, modèle cher, au ralenti au bord du trottoir. Dès que Bernadette l'eut signalé, la voiture s'éloigna doucement dans la circulation. Depuis combien de temps est-il là ? Demanda Stéphane. Depuis avant votre arrivée ? Je l'ai remarqué quand je vous attendais. Ils étaient surveillés. Les menaces n'étaient pas vaines. Stéphane raccompagna Bernadette à son hôtel, tous deux regardant par-dessus leur épaule. À l'entrée, elle se tourna vers lui avec de la détermination dans les yeux. Nous n'allons pas reculer, n'est-ce pas ? Non, dit Stéphane, nous ne reculerons pas. La menace physique arriva le lendemain matin. Stéphane la trouva en quittant son appartement pour retrouver Bernadette pour le petit déjeuner. Une autre enveloppe, mais celle-ci plus épaisse, plus substantielle. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée sur du papier à en-tête coûteux ainsi que des photographies. Les photographies montraient Stéphane à la bibliothèque, au café avec Bernadette, entrant dans son immeuble. Quelqu'un l'avait suivi pendant des jours, documentant ses mouvements. La surveillance était professionnelle, les images claires et détaillées. La lettre était plus directe que les notes précédentes. Monsieur Dubois,
vous vous ingérez dans des affaires qui dépassent votre entendement. Le litige concernant la propriété Églantine a été réglé légalement il y a des décennies. Vos actions actuelles constituent un vol et possiblement une fraude. Cessez tout contact avec la famille Mercier et restituez tout matériel que vous avez retiré de la propriété, sous peine de conséquences juridiques. Vous avez 48 heures pour vous conformer. Elle était signée par un cabinet d'avocats que Stéphane ne reconnaissait pas. Il les chercha en ligne, un prestigieux cabinet du centre-ville qui comptait Philippe Beaumont parmi ses principaux clients. Les mains de Stéphane tremblaient alors qu'il appelait Bernadette à son hôtel. Ils se rencontrèrent dans une brasserie animée, choisissant une banquette d'où il pouvait voir l'entrée. Stéphane lui montra la lettre et les photographies. Le visage de Bernadette se durcit en les examinant. « Ils essaient de nous intimider, dit-elle. »« Ça marche, » admit Stéphane. « J'ai peur. Je suis un homme de 57 ans sans emploi et sans argent. Ces gens ont des avocats, des ressources et des relations. Qu'est-ce que j'ai, moi ? La vérité, dit fermement Bernadette. Et vous m'avez, moi. Mon neveu Sébastien arrive demain. Il amène son propre avocat, quelqu'un spécialisé en droit des successions et en affaires de fraude. Nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Mais Stéphane se sentait seul. Cette nuit-là, allongé dans son petit appartement avec la malle cachée dans son placard, il se demanda s'il n'avait pas fait une terrible erreur. Il pouvait encore reculer, rendre la malle, s'excuser, retourner dans l'obscurité du chômage et de la pauvreté. Personne ne le blâmerait, sauf lui-même. Et Chloé finirait par découvrir qu'il avait choisi la sécurité plutôt que la vérité. Il ne pouvait pas y faire face. Son fils, Léo, appela le lendemain matin juste pour prendre des nouvelles. « Comment va la recherche d'emploi, papa ?» Stéphane faillit tout lui dire. La malle, les menaces, le choix auquel il était confronté. Mais Léo avait ses propres difficultés. Un nouveau bébé, des factures qui s'accumulaient. Il n'avait pas besoin que les problèmes de son père s'ajoutent aux siens. « Je cherche toujours, » dit Stéphane. Quelque chose va se présenter. Après avoir raccroché, Stéphane fixa son téléphone. Ses enfants travaillaient si dur, essayant de se construire une vie dans une économie qui semblait déterminée à les broyer. Tout comme les descendants des Églantines, portant le poids de pertes qu'ils n'avaient pas causées, payant pour des échecs qui n'étaient pas les leurs. C'est peut-être ce qui le décida finalement. Il était fatigué d'accepter que les puissants gagnent toujours, que les gens ordinaires doivent simplement endurer tout ce qui leur arrive. Pour une fois, peut-être que la vérité pouvait compter plus que l'argent ou l'influence. Sébastien Mercier arriva cet après-midi-là avec son avocat, un homme aux yeux vifs nommé Benoît Dumas. Ils se réunirent dans la chambre d'hôtel de Bernadette, étalant des documents sur toutes les surfaces disponibles. Benoît examina tout avec une minutie professionnelle, prenant des notes et posant occasionnellement des questions. Après 2 heures, il se renversa et donna son évaluation. « L'affaire civile est solide, dit-il. La lettre de confession, combinée avec les documents commerciaux falsifiés et la correspondance contemporaine de Monique, établit un schéma clair de fraude. L'affaire pénale est impossible, délai de prescription, manque de preuves matérielles. Toutes les personnes impliquées sont mortes. Mais la revendication de propriété est viable. » « Viable comment ?» demanda Sébastien. Il était plus jeune que Stéphane ne l'attendait, énergique et intense, portant un jean et un t-shirt d'une entreprise technologique. « Si nous pouvons prouver que la saisie initiale de l'entreprise était frauduleuse, nous pouvons arguer que tous les transferts de propriété ultérieurs étaient invalides. La demeure aurait dû être transmise à Marie Églantine, puis avouer votre tante. Elle n'a jamais été légitimement une propriété de Beaumont à mettre dans une fiducie. » « De combien parlons-nous » demanda Sébastien. « La propriété elle-même, 3 à 4 millions, peut-être plus. Mais il peut y avoir d'autres actifs traçables jusqu'à la fraude initiale. Cela pourrait devenir compliqué. » Bernadette secoua la tête. « Je me fiche de l'argent. Je veux que le nom de ma grand-mère soit lavé. Je veux que les gens sachent qu'elle n'était ni folle ni paranoïaque. » Elle avait raison. « L'argent compte, dit doucement Sébastien. Pas parce que nous en avons besoin. Je m'en sors bien financièrement. Mais parce que c'est une question de justice. Ils ont volé notre famille. Ils ont bâti leur fortune sur ce qu'ils nous ont pris.
Les faire payer fait partie de la réparation. Stéphane les écouta débattre, se sentant comme un étranger. C'était leur famille, leur héritage, leur décision. Benoît se tourna vers lui. Monsieur Dubois, nous devons aborder votre situation. Vous avez retiré des biens d'une maison que vous avez été engagé pour nettoyer. Techniquement, c'est problématique. Je sais, dit Stéphane. Cependant, la propriété était abandonnée, et vous y aviez un accès légitime. Plus important encore, vous avez préservé des preuves historiques qui auraient pu être détruites. Je pense que nous pouvons défendre vos actions, mais vous devez être préparé à une pression juridique. La famille Beaumont vous attaquera durement. Ils le font déjà, dit Stéphane en lui montrant les lettres de menace. L'expression de Benoît s'assombrit. C'est de l'intimidation de témoin. Nous pouvons utiliser ça. Il sortit son téléphone. Je vais passer quelques appels. Nous devons rendre cette histoire publique avant qu'ils ne puissent la supprimer. Une fois qu'elle sera sortie, vous serez en fait plus en sécurité. Ils ne peuvent pas vous faire disparaître si tout le monde sait ce que vous avez trouvé. Bernadette tendit la main à travers la table et prit celle de Stéphane. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Vous pouvez encore vous retirer. Sébastien et moi comprendrons. Stéphane pensa à sa fille qui étudiait la psychologie, écrivant sur le traumatisme générationnel, à son fils qui luttait pour subvenir aux besoins de son bébé, à tous les gens ordinaires qui avaient travaillé à la manufacture églantine et tout perdu quand Beaumont avait pris le contrôle. J'en suis sûr, dit-il. Ils passèrent le reste de l'après-midi à planifier leur stratégie. Benoît contacterait une journaliste qu'il connaissait, quelqu'un de confiance qui pourrait révéler l'histoire correctement. Bernadette préparerait une déclaration sur l'histoire de sa famille. Sébastien organiserait les preuves numériques, créant des sauvegardes et un stockage sécurisé. Le rôle de Stéphane était plus simple, dire la vérité sur la façon dont il avait trouvé la malle et ce qui l'avait poussé à enquêter. Au coucher du soleil, Benoît passa un dernier appel. D'accord, dit-il. J'ai une journaliste du journal intéressée. Elle veut nous rencontrer demain matin. Si nous lui donnons l'histoire, elle peut la publier d'ici mercredi. C'est rapide, dit Bernadette. Ça doit l'être. Dès que les Beaumont sauront que nous allons rendre l'affaire publique, ils essaieront d'obtenir une injonction. Nous avons besoin que l'histoire sorte avant qu'ils ne puissent réagir. Ce soir-là, alors que tout le monde se préparait à partir, le téléphone de Stéphane vibra. Un autre message. Celui-ci, un SMS d'un numéro inconnu. Dernier avertissement. Vous n'avez aucune idée de ce que vous déclenchez. Partez maintenant. Il le montra à Benoît, qui le photographia avec son propre téléphone. Bien. Plus de preuves d'intimidation. Ils font des erreurs parce qu'ils ont peur. Devrais-je avoir peur? Demanda Stéphane. Oui, dit honnêtement Benoît. Mais vous devriez aussi savoir que les gens qui ont peur prennent de mauvaises décisions, et les mauvaises décisions créent des opportunités pour nous. Stéphane retourna à son appartement à travers les rues qui s'assombrissaient, hyper conscient de chaque voiture qui passait, de chaque personne qui le regardait. La malle était toujours dans son placard, mais demain, elle deviendrait de notoriété publique. Demain, tout changerait. Il espérait juste être prêt pour ce qui allait suivre. Bernadette ne parvenait pas à dormir. Allongée dans sa chambre d'hôtel, elle fixait le plafond, pensant à sa grand-mère Monique, à sa mère Marie, à toutes ces années d'histoire familiale chuchotée que tout le monde avait rejetées comme de l'amertume et du chagrin. Maintenant, enfin, la validation était à portée de main. Elle se leva, se prépara un thé, puis sortit son ordinateur portable. Stéphane lui avait envoyé tous les documents numérisés, organisés en dossiers. Elle en avait examiné la plupart, mais quelque chose la tracassait, le sentiment d'avoir manqué quelque chose d'important. Elle ouvrit le dossier contenant les photographies de la malle elle-même. Stéphane avait été minutieux, documentant tout avant de retirer quoi que ce soit. Les clichés de l'intérieur montraient la doublure en cuir, les ferrures en laiton, la disposition soignée des documents. Bernadette zooma sur une image, étudiant la construction de la malle. Son grand-père, Jean, avait été méticuleux sur les détails. Tout ce qu'il possédait était de qualité, construit pour durer. Cette malle ne faisait pas exception. Elle afficha une autre image, celle-ci montrant la malle vide après que Stéphane en ait retiré tout le contenu.
quelque chose dans les proportions semblait incorrect. L'intérieur paraissait moins profond que l'extérieur ne le suggérait. Elle appela Stéphane. Il était presque minuit, mais il répondit à la deuxième sonnerie. La malle, dit-elle sans préambule. L'avez-vous toujours? Dans mon placard. Pourquoi? Je dois la voir, maintenant. Puis-je venir? 30 minutes plus tard, Bernadette se tenait dans le petit appartement de Stéphane, examinant la malle sous la lumière du plafonnier. Elle passa ses mains le long de l'intérieur, appuyant contre la doublure en cuir. Ici, dit-elle, trouvant ce qu'elle cherchait. Le fond. Il est trop haut. Stéphane s'agenouilla à côté d'elle. Elle avait raison. Le fond intérieur de la malle était au moins 7 cm plus haut que ce que le fond extérieur suggérait. Un autre compartiment caché, souffla Stéphane. Ils travaillèrent avec soin, trouvant la couture dans le cuir où il avait été collé sur le faux fond. Stéphane utilisa un couteau fin pour séparer le matériau, révélant un espace peu profond en dessous. À l'intérieur se trouvait un unique volume mince, un journal plus petit que ceux qu'ils avaient déjà trouvés, relié en cuir bleu délavé. Bernadette le sortit avec des mains tremblantes et l'ouvrit à la première page. Propriété de Marie-Églantine, lut-elle à haute voix. Privé. 1948. Le journal de sa mère, quand Marie n'avait que 17 ans. Ils le lurent ensemble, Stéphane tenant une lampe de poche tandis que Bernadette tournait les pages. Les premières entrées étaient typiques d'une adolescente, des plaintes sur l'école, des observations sur les garçons, de petites rébellions contre la sévérité de sa mère en deuil. Puis le ton changea radicalement. 15 mars 1947, quelques semaines seulement après la mort de Jean-Églantine. J'ai vu quelque chose ce soir que je ne peux oublier, avait écrit Marie. Mère pense que je dormais, mais j'ai entendu des voix fortes. La porte du bureau de Père était fermée, mais je me suis glissé dans le couloir et j'ai écouté. Père était encore en vie, criant sur M. Beaumont à propos de signatures falsifiées et d'argent volé. M. Beaumont disait que Père ne pouvait rien prouver, que personne ne le croirait face à un homme de sa réputation. La voix de Bernadette tremblait alors qu'elle continuait à lire. Je suis retourné me coucher, effrayé. 2 heures plus tard, Mère hurlait. Père était mort dans son bureau. M. Beaumont était déjà là, je ne sais comment, alors que personne ne l'avait appelé. Il disait au médecin que ça devait être le cœur de Père, que la guerre l'avait affaibli. Stéphane sentit un froid glacial lui parcourir les veines. Elle a été témoin de quelque chose. Les entrées du journal continuaient, les observations d'adolescente de Marie portant un poids qu'aucun enfant ne devrait supporter. Elle décrivait le comportement de Beaumont dans les jours qui suivirent la mort de Jean, trop calme, trop préparé, prenant le contrôle de tout. Elle nota la rapidité avec laquelle le médecin de famille, un vieil ami de Beaumont, avait signé le certificat de décès sans poser de questions. Je voulais dire à Mère ce que j'avais entendu, écrivit Marie. Mais elle est si fragile maintenant, et à quoi bon? Je n'ai aucune preuve, juste le souvenir de voix en colère et de haine. Beaumont apparaissant trop vite quand Père est mort. Qui croirait une fille de 17 ans plutôt qu'un homme d'affaires respecté? Des entrées ultérieures montraient la certitude croissante de Marie que son père avait été assassiné. Elle avait suivi Beaumont un soir de mai, le regardant rencontrer le médecin de famille dans un bar du centre-ville. Elle avait vu une enveloppe passer entre eux, épaisse de ce qu'elle supposait être de l'argent. Ils l'ont tué, avait écrit Marie. Je le sais aussi sûrement que je sais n'importe quoi d'autre. Mais si je parle, me tueront-ils aussi? Feront-ils du mal à Mère? J'ai si peur et je suis si seul. Les dernières entrées, datées de 1951, montraient la culpabilité de Marie après la mort de sa mère. Monique était morte sans jamais savoir que sa fille avait été témoin de quelque chose de crucial, qu'elle détenait des informations qui auraient pu l'aider à se battre pour la justice. J'aurais dû être plus courageuse, écrivit Marie. J'aurais dû faire confiance à Mère avec ce que je savais. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse par peur, et maintenant elle est partie. Je porterai cette culpabilité pour toujours. Un jour, quand je serai plus âgée et en sécurité, je dirai la vérité à mes enfants. Je m'assurerai que l'histoire de notre famille ne soit pas oubliée. Bernadette pleurait maintenant ouvertement. Ma mère a vécu avec ça toute sa vie. Le traumatisme de voir sa famille détruite, de connaître la vérité, mais d'être trop terrifiée pour la dire.
Stéphane comprit avec une clarté soudaine pourquoi Marie avait caché ce journal séparément des autres documents. Il contenait son secret le plus dangereux, un témoignage oculaire, bien que circonstanciel, de meurtre. Elle l'avait scellé, espérant peut-être qu'un jour, quand ce serait sûr, quelqu'un le trouverait et comprendrait. Cela change tout, dit Stéphane. Les autres documents montraient une fraude. Ceci montre qu'ils étaient prêts à tuer pour protéger leur vol. Bernadette leva les yeux vers lui, les larmes coulant toujours sur son visage. Nous devons le dire à Benoît. Nous devons. Le bruit de la porte de Stéphane étant défoncé la coupa. 2 hommes firent irruption dans l'appartement. L'un grand et d'allure professionnelle, clairement de la sécurité privée, l'autre plus âgé, habillé de façon coûteuse, rayonnant de fureur. Philippe Beaumont. Où est-elle? Demanda Philippe, s'avançant dans la pièce. Où est la malle? Stéphane se leva, se positionnant entre Philippe et Bernadette. Sortez de mon appartement. Cette malle contient des biens volés. Les documents privés de ma famille. Vous n'aviez aucun droit de les prendre. Les documents de votre famille? Bernadette se leva, tenant le journal. Ceci appartenait à mon grand-père. Il documente comment votre grand-père l'a volé et assassiné. Le visage de Philippe devint blanc, puis rouge. C'est de la calomnie. C'est. Vous n'avez aucune preuve de rien. Nous avons une lettre de confession, dit Stéphane. Nous avons des documents commerciaux falsifiés. Et maintenant nous avons le témoignage oculaire de ma mère, écrit quand elle avait 17 ans, décrivant ce qu'elle a vu et entendu la nuit de la mort de mon grand-père, acheva Bernadette. L'agent de sécurité se dirigea vers la malle. Bernadette se plaça devant, étonnamment féroce pour une femme de 70 ans. Touchez ça et je vous fais arrêter pour vol. Philippe sortit son téléphone. J'appelle mes avocats. C'est du harcèlement, de la diffamation, du vol. Je vais vous enterrer tous les deux. Appelez qui vous voulez, dit Bernadette, sa voix stable malgré ses larmes. Nous allons au journal demain matin. Nous allons raconter toute l'histoire. La fraude, le meurtre, tout ce que votre grand-père a fait. Toute la ville saura sur quoi la fortune des Beaumont a été bâtie. La façade polie de Philippe se fissura. Vieille folle stupide. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Mon grand-père était un pilier de cette communauté. Votre grand-père était un voleur et un tueur, dit doucement Bernadette. Et j'en ai fini de laisser la vérité de ma famille être réduite au silence. Philippe regarda Stéphane avec un mépris pur. Et vous, vous n'êtes personne. Un concierge désespéré qui a vu une opportunité et a décidé de détruire une famille respectée. Pourquoi? Une prime de découverte? De l'argent? Stéphane soutint son regard. J'ai vu la vérité et j'ai décidé qu'elle comptait plus que mon confort ou ma sécurité. Oui, je suis fauché et désespéré, mais au moins je peux me regarder dans le miroir. La confrontation dura encore 1 minute tendue avant que Philippe ne réalise qu'il avait mal calculé. Il était venu s'attendant à intimider Stéphane seul, ne sachant pas que l'héritière était là, ne connaissant pas l'existence du journal. Il partit avec une dernière menace concernant ses avocats, l'agent de sécurité le suivant. Après leur départ, Stéphane et Bernadette se tenaient dans l'embrasure de la porte détruite, tous deux tremblants. Bernadette sortit son téléphone. J'appelle Benoît et la police. Et ensuite, nous allons directement voir cette journaliste. Ce soir si nécessaire. Plus d'attente. Stéphane hocha la tête. Ils avaient franchi un point de non-retour. Demain, l'histoire éclaterait, et plus rien ne serait jamais pareil. La police arriva la première, prenant des dépositions sur l'effraction et photographiant la porte endommagée de Stéphane. Puis, Benoît Dumas arriva, suivi de Sébastien, tous deux au visage sombre et dynamisé par la confrontation. À 3 heures du matin, l'appartement de Stéphane était devenu une salle de crise. En fait, cela nous aide, dit Benoît en examinant le rapport de police. Philippe Beaumont est entré par effraction chez vous, vous a menacé tous les deux. C'est un comportement criminel. Il panique, ce qui signifie qu'il sait que nous avons quelque chose de réel. Sébastien avait examiné le journal de Marie, son visage reflétant un mélange de colère et de chagrin. Ma grand-mère a porté ça seule toute sa vie. Elle n'était qu'une enfant quand c'est arrivé.
Elle protégeait sa mère, dit doucement Bernadette. Et elle se protégeait elle-même. Elle était terrifiée qu'il la tue aussi si elle parlait. Benoît passa une série d'appels téléphoniques, réveillant des gens, mais obtenant des résultats. À l'aube, il avait organisé une conférence de presse pour 10 heures ce matin-là sur les marches du palais de justice. Il avait contacté 3 différents médias, s'assurant que l'histoire bénéficierait d'une couverture appropriée. Il avait également déposé une requête en urgence auprès du tribunal, établissant un dossier juridique de leurs revendications avant que les Beaumont ne puissent répondre. « Nous devons agir vite », expliqua Benoît. Une fois que cela deviendra public, Philippe fera en sorte que ses avocats déposent des injonctions, exige que nous remettions les preuves, invoque le secret professionnel de l'avocat sur tout ce qui pourrait lui nuire. Notre avantage est la surprise et la supériorité morale. Nous utilisons les deux. Stéphane passa les premières heures de la matinée à organiser les documents, créant des dossiers pour la presse. Bernadette écrivit et réécrivit sa déclaration, essayant de trouver des mots adéquats pour 70 ans d'injustice. Sébastien s'occupa de la partie technique, téléchargeant tout sur un stockage cloud sécurisé, créant plusieurs sauvegardes. À 7 heures, la fille de Stéphane, Chloé, appela. Il lui avait envoyé un texto tard la nuit dernière, lui disant finalement tout. Maintenant, elle arrivait en voiture, déterminée à être là. « Tu aurais dû me le dire plus tôt, papa, dit-elle en arrivant, le serrant fort dans ses bras. Tu n'aurais pas dû affronter ça seule. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je suis ta fille. M'inquiéter pour toi fait partie du travail. » Elle regarda autour d'elle la porte cassée, les documents éparpillés, les visages épuisés. « Que puis-je faire pour aider ?» Léo arriva 1 heure plus tard avec sa femme et son bébé, ayant conduit toute la nuit après que Stéphane l'ait finalement appelé aussi. « Tu ne fais pas ça sans ta famille, dit-il simplement. Stéphane sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pendant des mois, il avait été si concentré sur son propre échec, son incapacité à subvenir aux besoins, sa honte d'avoir besoin d'aide. Il avait oublié que la famille signifiait être là les uns pour les autres, pas seulement financièrement, mais de toutes les manières qui comptaient. À 9h30, ils se rassemblèrent devant le palais de justice. Une petite foule s'était déjà formée, des journalistes avec des caméras, des habitants curieux qui avaient entendu dire que quelque chose se passait, quelques résidents âgés qui se souvenaient de la famille Églantine de leur jeunesse. Stéphane remarqua l'arrivée de Philippe Beaumont avec un entourage d'avocats, tous en costumes coûteux et aux postures agressives. Le visage de Philippe était hagard. Clairement, il n'avait pas dormi non plus. Benoît Dumas se plaça le premier au micro, établissant le cadre juridique. Il parla clairement et méthodiquement, expliquant la découverte des documents, les preuves de fraude, l'entrée de journal nouvellement trouvé suggérant un meurtre. Puis Bernadette s'avança. Elle tenait une photographie de son grand-père, Jean, en uniforme militaire, la montrant aux caméras. Sa voix était stable, digne, déchirante. Mon grand-père était un héros de guerre qui a servi son pays avec honneur. Il est rentré chez lui pour découvrir que son associé lui avait volé tout ce qu'il avait construit. En quelques mois, il était mort à 52 ans, et ma grand-mère s'est retrouvée sans le sou. Elle a passé le reste de ses années à essayer de prouver ce qui leur avait été fait, mais personne ne voulait l'écouter. Elle est morte en croyant avoir échoué auprès de sa famille. La voix de Bernadette se renforça. Mais elle n'a pas échoué. Elle a tout documenté. Elle a conservé des archives, écrit des lettres, préservé la vérité. Et maintenant, enfin, cette vérité éclate au grand jour. Sébastien parla ensuite, brandissant le journal de Marie. Ma grand-mère avait 17 ans quand son père est mort. Elle l'a entendu confronter Pierre Beaumont au sujet de la fraude. 2 heures plus tard, il était mort. Elle a été témoin de choses qui l'ont terrifiée au point de la réduire au silence. Elle a porté ce traumatisme toute sa vie. Ce fut au tour de Stéphane en dernier. Il se tint au micro, conscient de son apparence ordinaire par rapport à tous les autres. Un chômeur dans un costume d'occasion, tenant à peine financièrement. Mais peut-être que c'était là le point. Je ne suis personne de spécial, dit-il. J'ai été engagé pour nettoyer une vieille maison. J'ai trouvé une malle dans le grenier, et j'aurais pu simplement la remettre et partir. Mais quelque chose m'a poussé à y regarder de plus près. Peut-être que c'était de reconnaître le désespoir dans les lettres de Monique Églantine, le même désespoir que je ressens depuis que j'ai perdu mon emploi.
Peut-être que c'était de voir comment des gens puissants avaient écrasé une famille honnête et s'en étaient tirés. Quoi que ce fût, je savais que je ne pouvais pas simplement laisser cela enterrer. Il regarda directement les caméras. La famille Beaumont a bâti sa fortune sur de l'argent volé. Ils vivent dans le luxe depuis 3 générations à cause de ce que Pierre Beaumont a pris aux Églantines. Et quand j'ai trouvé la preuve de cela, ils m'ont menacé. Ils sont entrés par effraction chez moi. Ils ont essayé de m'intimider pour me faire taire. Benoît s'avança de nouveau, présentant des copies des lettres de menaces, des photos de surveillance, le rapport de police de l'effraction de la nuit dernière. Voilà ce qui se passe quand les gens puissants sentent leurs secrets menacés. Ils utilisent l'intimidation et la force. Mais la vérité est plus puissante que leurs menaces. Les journalistes éclatèrent de questions. Benoît répondit à la plupart, mais plusieurs étaient adressées à Stéphane. « Que voulez-vous obtenir de tout ça ?» demanda un journaliste. « Cherchez-vous une compensation ?»« Je veux la justice, » dit simplement Stéphane. « Je veux que le nom de Monique Églantine soit lavé. Je veux que les gens sachent qu'elle n'était ni folle ni paranoïaque, elle avait raison. Tout ce qu'elle a dit s'est produit. » L'avocat de Philippe Beaumont essaya d'interrompre, affirmant que les documents étaient des faux, que c'était une tentative d'extorsion, que son client était victime d'une campagne de diffamation. Mais la foule n'y crut pas, surtout lorsqu'une femme âgée leva la main. « Je me souviens de la famille Églantine, » dit-elle à voix haute. Son nom était Simone Perrin. Elle avait 89 ans et avait vécu dans le village toute sa vie. Mon père travaillait à la manufacture Églantine. Il a perdu sa pension quand M. Beaumont a pris le contrôle. Nous avons failli mourir de faim cet hiver-là. Je n'étais qu'une fille, mais je me souviens de mon père pleurant parce qu'il ne pouvait pas nous nourrir. D'autres voix se joignirent à la sienne. Des descendants d'anciens employés des Églantines. Des gens qui avaient entendu des histoires de famille sur la transition soudaine, les emplois perdus, les promesses jamais tenues. Il ne s'agissait plus seulement d'une famille riche. Il s'agissait de toute une communauté qui avait été blessée. Philippe tenta de confronter directement Simone, ce qui s'avéra être sa plus grande erreur. Votre père était incompétent. L'entreprise était en faillite. Mon grand-père l'a sauvé. La foule se retourna instantanément contre lui. Les caméras capturèrent son mépris pour une femme âgée, son rejet de la souffrance des familles ouvrières. Toute sympathie qu'il aurait pu avoir s'évapora. Au milieu du chaos, un coursier se fraya un chemin à travers la foule et tendit une enveloppe à Benoît. Il l'ouvrit, lut rapidement, et ses sourcils se haussèrent. « Ceci vient d'arriver » annonça-t-il. C'est une note de service interne de 1946, provenant des dossiers commerciaux de Beaumont. Quelqu'un au sein de l'organisation actuelle des Beaumont l'a divulguée. Elle montre Pierre Beaumont planifiant la prise de contrôle des actifs Églantine des mois avant la mort de Jean Églantine. Elle mentionne l'élimination des obstacles et la garantie de la coopération. Le pistolet fumant, la preuve de la préméditation. Le visage de Philippe devint cendré. Stéphane regarda tout se dérouler, se sentant surréaliste. 24 heures auparavant, il était terrifié et seul. Maintenant, il se tenait entouré de sa famille, d'alliés, d'une communauté qui s'était ralliée autour de la vérité. Quoi qu'il arrive ensuite, ils avaient déjà gagné quelque chose d'important. Ils avaient fait en sorte que la vérité compte. La conférence de presse sombra dans un chaos contrôlé. Les journalistes criaient des questions, les flashs des appareils photo crépitaient, et les avocats de Philippe Beaumont tentaient désespérément de reprendre le contrôle du récit, mais la note de service divulguée avait tout changé. Benoît Dumas brandit le document devant les caméras. Cette note interne datée de novembre 1946 expose des stratégies spécifiques pour prendre le contrôle de la manufacture Églantine. Elle a été écrite 3 mois avant la mort de Jean Églantine. Elle discute de la manière de neutraliser l'opposition et de s'assurer le contrôle permanent des actifs. Cela pourrait signifier n'importe quoi, protesta l'avocat principal de Philippe. Vous lisez une intention sinistre dans un langage commercial normal. Le langage commercial normal n'inclut pas la planification de la prise de contrôle de l'entreprise de votre partenaire pendant qu'il sert à l'étranger, rétorqua Benoît. C'est de la préméditation. Cela prouve que Pierre Beaumont prévoyait de voler l'entreprise bien avant la mort de Jean Églantine. Bernadette s'avança de nouveau, son sang-froid remarquable compte tenu des circonstances. Elle brandit une bible de famille reliée en cuir, ses pages jaunies par le temps.
Celle-ci appartenait à mon arrière-grand-mère, dit-elle. Elle contient les actes de naissance de notre famille, les certificats de mariage, et un arbre généalogique complet remontant à 1870. Elle établit la ligne de succession directe de Jean Églantine à ma mère, Marie, et de Marie à moi-même et à mon neveu, Sébastien. Elle ouvrit la Bible avec précaution, montrant les registres manuscrits aux caméras. Nous sommes les héritiers légitimes. La succession Églantine aurait dû nous revenir. Chaque transfert de propriété, chaque actif qui est allé à la famille Beaumont était basé sur la fraude. Une journaliste de la capitale régionale s'avança. Que cherchez-vous? Restitution? Poursuite pénale? Les poursuites pénales sont impossibles, reconnut Benoît. Toutes les personnes directement impliquées sont décédées et le délai de prescription a expiré il y a des décennies. Mais l'affaire civile est bien vivante. Nous cherchons la reconnaissance que les transferts de propriété originaux étaient frauduleux, ce qui signifie que la demeure des Églantines et tous les actifs traçables devraient revenir aux héritiers légitimes. De combien d'argent parlons-nous? Demanda un autre journaliste. La propriété seule vaut 3 à 4 millions d'euros, dit Benoît. Mais il peut y avoir d'autres actifs. Nous aurons besoin d'une expertise comptable judiciaire complète pour déterminer l'étendue totale de ce qui a été volé. Philippe s'avança, son vernis poli complètement brisé. C'est de l'extorsion. Ces gens se présentent avec des documents commodes et s'attendent à ce que tout le monde croie à une théorie du complot vieille de 70 ans. Les documents ont été authentifiés, dit calmement Benoît. Nous avons fait vérifier par des experts en écriture les journaux de Jean Églantine et les lettres de Monique. La confession de Pierre Beaumont correspond à son écriture connue. Le journal de Marie a été confirmé par plusieurs sources. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait documenté. Chloé serra la main de Stéphane alors qu'il regardait la confrontation se dérouler. Léo tenait sa petite fille près de lui, la protégeant de la foule qui se bousculait. Stéphane se sentit submergé par la gratitude que ses enfants soient venus, qu'ils se tiennent à ses côtés malgré le risque. Le chef de la police, qui observait depuis la ligne de touche, s'avança. Nous ouvrons une enquête sur les aspects historiques de cette affaire. Bien que nous ne puissions pas poursuivre des crimes de 1947, nous pouvons examiner les preuves et fournir une évaluation officielle pour le dossier historique. Cette déclaration sembla dégonfler davantage Philippe, même s'il évitait la responsabilité pénale. La réputation de sa famille était en train d'être détruite en temps réel. Le nom des Beaumont, important depuis 3 générations, était maintenant synonyme de vol et peut-être de meurtre. Une journaliste que Stéphane reconnut du journal local, Manon Legrand, posa la question qui comptait le plus. « Monsieur Dubois, c'est vous qui avez trouvé ces documents. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer d'enquêter au lieu de simplement les remettre ?» Stéphane réfléchit attentivement avant de répondre. J'ai lu les lettres de Monique Églantine. J'ai vu avec quel acharnement elle s'est battue pour être entendue. Comment tout le monde a rejeté ses préoccupations parce qu'elle était une veuve en deuil sans pouvoir ni relation. J'ai passé les 8 derniers mois à me sentir invisible. Comme si je n'avais pas d'importance parce que j'ai perdu mon emploi et que je n'en ai pas trouvé un autre. Je sais ce que ça fait d'être rejeté. Il regarda Bernadette, Sébastien, la foule de gens ordinaires qui s'étaient présentés avec leurs propres histoires familiales. Monique Églantine comptait. Sa vérité comptait. Et si quelqu'un comme moi, personne de spécial, juste un gars qui nettoie des maisons, si je pouvais aider à le prouver, alors peut-être que je compte aussi. Peut-être que nous comptons tous. Même quand les puissants essaient de nous faire sentir que ce n'est pas le cas. La foule éclata en applaudissements. Il ne s'agissait plus des Églantines, réalisa Stéphane. C'était devenu une question pour chaque personne qui avait déjà été trompée par quelqu'un avec plus d'argent et d'influence. Tous ceux à qui on avait dit que leur vérité ne comptait pas parce qu'ils n'étaient pas assez importants. La dernière tentative de Philippe pour reprendre le contrôle se retourna contre lui de manière spectaculaire. Il pointa Stéphane du doigt et dit à voix haute, « Cet homme est un voleur. Il a volé des biens dans une maison qu'il a été engagé pour nettoyer. Il essaie de profiter de mensonges et de preuves fabriquées. Il est désespéré et fauché, et il a vu une opportunité d'obtenir de l'argent de ma famille. » Avant que Benoît ne puisse répondre, Bernadette parla, sa voix tranchant le bruit. Monsieur Dubois a trouvé des documents qui étaient cachés dans une maison en préparation pour la vente. Il aurait pu les détruire, les ignorer ou les vendre en privé. Au lieu de cela,
il a recherché leur authenticité, localisé les héritiers légitimes et a insisté pour que nous rendions la vérité publique, même s'il a été menacé et intimidé. Il a fait tout cela en sachant qu'il n'y gagnerait rien personnellement, sauf le danger. Elle se tourna pour faire face directement à Philippe. Votre grand-père a volé le travail de toute une vie de mon grand-père et l'a probablement assassiné pour le garder. Votre famille a vécu dans le luxe pendant 70 ans sur de l'argent qui n'était pas le vôtre. Et quand quelqu'un a finalement exposé cette vérité, vous êtes entré par effraction chez lui et l'avez menacé. Qui est vraiment le voleur ici, monsieur Beaumont? Le silence qui suivit fut assourdissant. Toutes les caméras étaient pointées sur Philippe, capturant sa rage et son humiliation. Puis Nicolas Leroy, l'avocat immobilier qui avait engagé Stéphane, s'avança de la foule. Stéphane ne savait même pas qu'il était là. J'ai quelque chose à dire, annonça Leroy. J'ai géré la fiducie de la succession Églantine pendant 15 ans. J'ai toujours trouvé l'arrangement suspect. Pas d'héritier, mais la propriété ne s'est jamais vendue, maintenue dans les limbes par des mécanismes juridiques qui semblaient conçus pour la garder inaccessible. J'ai fait mes propres recherches ces derniers jours. Il sortit un dossier. J'ai trouvé des preuves que la fiducie a été structurée spécifiquement pour empêcher tout descendant des Églantines de revendiquer la propriété. Pierre Beaumont l'a créée en 1962, peu avant sa mort, comme une police d'assurance finale. Il savait ce qu'il avait fait, et il voulait s'assurer que personne ne pourrait le défaire. Leroy regarda Bernadette et Sébastien. La fiducie n'aurait jamais dû être valide. Elle était basée sur l'affirmation frauduleuse qu'aucun héritier n'existait. Je suis prêt à témoigner à cet effet. Et je suis prêt à offrir à Monsieur Dubois un poste d'historien de la succession si la propriété revient au propriétaire légitime. Il l'a mérité. Stéphane resta bouche bée. Un travail. Un vrai travail avec un but et un sens. L'histoire faisait maintenant la une nationale. Des hélicoptères de presse tournaient au-dessus. Les médias sociaux explosaient avec les hashtags que les activistes avaient créés. Ce n'était plus seulement un scandale local. C'était en train de devenir le symbole de quelque chose de plus grand. Une justice tardive mais pas refusée. Une vérité qui refusait de rester enterrée. Des gens ordinaires se levant contre le pouvoir et gagnant. La conférence de presse s'est poursuivie pendant une autre heure, mais le résultat était déjà clair. L'opinion publique s'était retournée de manière décisive contre la famille Beaumont. Les médias sociaux ont explosé de soutien pour les Églantines, avec des hashtags devenant des tendances nationales en quelques minutes. Les avocats de Philippe Beaumont se sont regroupés avec lui au bord des marches du palais de justice, discutant clairement de la gestion des dommages. Stéphane a regardé le visage de Philippe passer par une série d'émotions, rage, panique, calcul. Finalement, Philippe s'est éloigné de ses avocats et s'est approché de Benoît Dumas. Nous devons parler en privé. Benoît a jeté un coup d'œil à Bernadette et Sébastien. Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant mes clients. La mâchoire de Philippe s'est contractée. Bien. Je suis prêt à proposer un règlement. Transfert complet de la propriété de la demeure aux Mercier, plus une compensation financière pour le tort historique causé à leur famille. En échange, vous acceptez de cesser de faire des déclarations publiques sur les actions de mon grand-père et d'abandonner toute autre action en justice. Quelle compensation? A demandé Sébastien. 2 millions d'euros plus la propriété. C'est plus que généreux étant donné que vous ne pouvez pas réellement prouver un meurtre, juste une fraude commerciale vieille de 70 ans. Bernadette a secoué la tête avant que Sébastien ne puisse répondre. Il ne s'agit pas d'argent, monsieur Beaumont. Il s'agit de la vérité. Ma grand-mère est morte en croyant avoir échoué auprès de sa famille. Ma mère a vécu avec ce traumatisme toute sa vie. Je veux que le dossier historique soit corrigé. Je veux que le nom de ma famille soit lavé publiquement. Vous allez détruire la réputation de ma famille, a dit Philippe, sa voix basse et désespérée. Mon grand-père a fait des erreurs, je vous l'accorde. Mais 3 générations de Beaumont ont bâti sur cette fondation. Nous avons donné des millions à cette communauté. Nous avons créé des emplois, soutenu des œuvres de bienfaisance, construit des hôpitaux. Allez-vous effacer tout ce bien à cause de ce qu'un seul homme a fait il y a des décennies? Votre grand-père n'a pas fait d'erreur, a dit tranquillement Stéphane. Il a volé une entreprise, a probablement commis un meurtre, et a laissé une femme innocente mourir dans la pauvreté pendant qu'il vivait dans le luxe. Et vous, confronté à la preuve de cela,
vous m'avez menacé et êtes entré par effraction chez moi. Vous n'êtes pas les victimes ici. Philippe s'est tourné vers lui avec un venin pur. Vous n'êtes personne, un homme raté sans rien. Vous avez trouvé de vieux papiers et avez décidé de jouer les héros. Qu'est-ce que vous y gagnez? Vous pensez qu'ils vont vous donner de l'argent? Vous pensez que cela vous rend important? Cela l'a déjà rendu important, a dit Chloé en s'avançant pour se tenir à côté de son père. Il a défendu des gens qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Il a choisi la vérité plutôt que la sécurité. C'est plus que ce que vous n'avez jamais fait. La confrontation aurait pu s'envenimer davantage, mais Manon Legrand, la journaliste, a posé une question qui a tout changé. Monsieur Beaumont, êtes-vous au courant que 3 anciens employés de votre société immobilière actuelle se sont manifestés avec des allégations de fraude? Ils affirment que vous avez utilisé les mêmes tactiques que votre grand-père, falsifiant des documents, manipulant des transferts de propriété, intimidant l'opposition. Philippe est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai des déclarations de 2 comptables et d'un assistant juridique, a continué Manon, savourant clairement le moment. Ils disent qu'ils documentent vos pratiques depuis des mois, attendant le bon moment pour se manifester. Apparemment, la pomme de votre grand-père n'est pas tombée loin de l'arbre. Le téléphone de Benoît a vibré. Il a lu le message et a souri sombrement. C'était le parquet. Ils veulent nous rencontrer cet après-midi. Il semble qu'il pourrait y avoir des motifs de poursuite pénale après tout. Pas pour ce qui s'est passé en 1947, mais pour ce qui se passe récemment. Les avocats de Philippe ont immédiatement commencé à l'éloigner, parlant d'urgence d'invoquer ses droits du 5e amendement. L'homme confiant et agressif qui était entré par effraction dans l'appartement de Stéphane la nuit précédente avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait soudainement que toute sa vie s'effondrait. Alors que le contingent Beaumont se retirait, la foule a éclaté en applaudissements. Simone Perrin, la femme âgée qui avait parlé plus tôt, s'est approchée de Bernadette avec des larmes aux yeux. « Merci », a-t-elle dit simplement. « Mon père est mort en croyant nous avoir abandonnés parce qu'il avait perdu son emploi. Maintenant, je peux peut-être dire à ses petits-enfants que ce n'était pas de sa faute, qu'il a été victime de quelque chose de plus grand. » D'autres personnes se sont manifestées, des descendants d'employés des Églantines, des résidents de longue date avec des souvenirs de la famille, des historiens et des généalogistes, fascinés par l'histoire. Ce qui avait commencé comme la quête de justice d'une famille était devenu quelque chose de plus grand, une prise de conscience communautaire de sa propre histoire. Benoît a tiré Stéphane, Bernadette et Sébastien à part. Le procureur veut des déclarations de vous tous. Il s'intéresse à Philippe pour intimidation de témoins, effraction, et peut-être fraude, s'ils peuvent prouver que ces récentes affaires commerciales reflètent les méthodes de son grand-père. C'est plus grand que nous ne le pensions. Et la propriété? A demandé Sébastien. Je pense que nous l'obtiendrons, a dit Benoît. Entre la lettre de confession, les documents falsifiés, le journal de Marie, et maintenant la note de service divulguée montrant la préméditation, nous avons un cas écrasant. La fiducie a été construite sur la fraude. Elle n'aurait jamais dû être valide. Bernadette a regardé Stéphane. Rien de tout cela ne serait arrivé sans vous. Vous le savez, n'est-ce pas? Stéphane a senti sa gorge se serrer. J'ai juste trouvé une malle. Vous avez trouvé la vérité, a corrigé Bernadette. Et vous vous êtes battu pour elle alors que vous aviez toutes les raisons de vous retirer. Ma grand-mère aurait été reconnaissante. Ma mère aurait été stupéfaite. Je suis juste honoré de vous avoir rencontré. Nicolas Leroy s'est approché d'eux, portant un dossier. Monsieur Dubois, je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Quand cette propriété sera transférée à la famille Mercier, et elle le sera, elle deviendra un site historique. Nous aurons besoin de quelqu'un pour documenter son histoire, cataloguer les artefacts, faire des visites, maintenir les archives. Le poste est payé 45 000 € par an plus les avantages sociaux. Êtes-vous intéressé? Stéphane a regardé ses enfants. Chloé rayonnait, Léo hochait la tête en signe d'encouragement. Un vrai travail, un revenu stable, un but au-delà de la simple survie. Oui, a dit Stéphane. Je suis très intéressé. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon d'interviews, de réunions juridiques et de dépositions à la police. Le soir, l'histoire était devenue entièrement nationale. Les présentateurs de journaux en discutaient,
les experts juridiques donnaient leur avis, les éthiciens débattaient des questions soulevées sur la justice historique et la richesse générationnelle bâtie sur le vol. Stéphane est retourné à son appartement, sa porte toujours cassée par l'entrée forcée de Philippe, pour trouver des voisins à qui il avait à peine parlé depuis des mois, attendant avec des offres pour l'aider à la réparer. Son téléphone était rempli de messages d'anciens collègues, d'anciens amis, même de son ex-femme Sandrine, tous exprimant leur fierté et leur soutien. Pour la première fois en 8 mois, Stéphane Dubois s'est couché en sentant qu'il comptait. Non pas à cause de l'argent ou du statut, mais parce qu'il avait fait quelque chose qui devait être fait. Il avait donné une voix à des personnes qui avaient été réduites au silence, et cela, il le réalisa, valait plus que n'importe quel salaire. 3 mois plus tard, l'automne s'installa sur le village avec une lumière dorée et un air vif. La demeure des Églantines se dressait au bout de la rue des Érables, non plus abandonnée et oubliée, mais vivante d'activité. Des équipes de restauration travaillaient avec soin pour préserver son caractère historique tout en la rendant sûre et fonctionnelle. Le portail en fer avait été réparé et peint, le terrain défriché et aménagé. Stéphane Dubois se tenait dans ce qui avait été le bureau de Jean Églantine, maintenant converti en salle d'archives. Des étagères tapissaient les murs, remplis de documents, de photographies et d'artefacts soigneusement catalogués. Sa carte de visite reposait sur le bureau, Stéphane Dubois, historien de la succession et consultant en préservation, Fondation historique Églantine. La bataille juridique s'était résolue plus rapidement que prévu. Face à des preuves accablantes et aux ennuis judiciaires croissants de Philippe Beaumont, la fiducie avait cédé la propriété sans une longue bataille judiciaire. Bernadette et Sébastien avaient immédiatement créé la fondation, dédiée à la préservation de la demeure et à la narration de l'histoire complète de ce qui était arrivé à leur famille. Le salaire de Stéphane lui permettait de payer son loyer à temps, et il avait même commencé à économiser de l'argent. De petits changements avaient transformé sa vie quotidienne, une nouvelle cafetière, des réparations d'objets cassés depuis longtemps, la simple dignité de ne pas s'inquiéter pour chaque euro. Mais les plus grands changements étaient internes. Il marchait différemment maintenant, se tenait plus droit, regardait les gens dans les yeux avec une confiance qu'il avait perdue quelque part pendant ses 8 mois de chômage. La porte de son appartement avait été correctement réparée. Les lettres de menace étaient maintenant des preuves dans le procès pénal de Philippe Beaumont. L'homme qui avait semblé si puissant et intouchable faisait face à des accusations d'intimidation de témoins, d'effraction et de multiples chefs d'accusation de fraude immobilière. Son empire commercial s'effondrait alors que les enquêteurs découvraient des décennies de pratiques douteuses. Chloé avait été transférée à l'université d'État avec une bourse complète, la bourse d'études Monique Églantine créée par la Fondation. Elle appelait Stéphane tous les dimanches, sa voix brillante du bonheur de quelqu'un qui poursuit enfin ses rêves. Elle avait choisi une spécialisation en histoire, inspirée par le fait de voir son père aider à découvrir une vérité qui avait été enterrée pendant des générations. Léo amenait souvent sa famille en visite, sa fille faisant ses premiers pas dans le grand hall de la demeure. Stéphane leur donnait des visites privées, soulignant des détails qu'il avait découverts lors de ses recherches, racontant des histoires sur les gens qui avaient vécu ici. Son petit-fils grandirait en sachant que parfois, les gens ordinaires pouvaient faire des différences extraordinaires. Le jour de l'ouverture de la demeure en tant que musée avait attiré des centaines de personnes. Bernadette avait prononcé le discours d'inauguration, sa voix forte et claire alors qu'elle honorait la mémoire de sa grand-mère Monique. Elle n'a jamais cessé de croire que la vérité comptait. Aujourd'hui prouve qu'elle avait raison. Les expositions que Stéphane avait organisées racontaient l'histoire complète. Non seulement le vol et l'injustice, mais aussi le service militaire de Jean Églantine, le combat courageux de Monique pour la reconnaissance, la vie de Marie apportait des vérités difficiles. La malle elle-même occupait une place d'honneur, exposée dans une vitrine climatisée avec un texte explicatif sur la façon dont sa découverte avait tout changé. L'exposition préférée de Stéphane était plus petite, plus personnelle. Elle présentait les gants de travail et le balai qu'il avait emporté dans la demeure le premier jour, monté au mur avec une simple plaque, parfois, l'histoire est cachée, attendant que quelqu'un d'assez courageux pour regarder. La Fondation avait suscité l'intérêt d'historiens de tout le pays. Des universités envoyaient des chercheurs pour étudier les documents. Des généalogistes aidaient à retrouver d'autres descendants d'employés de la manufacture Églantine, dont certains recevaient une compensation d'un fonds pour les victimes que la Fondation avait créées. Ce qui avait commencé comme l'histoire d'une famille était devenu un examen plus large de la façon dont l'injustice économique se répercutait à travers les générations. Simone Perrin avait contribué avec des témoignages oraux, tout comme d'autres habitants âgés qui se souvenaient de la famille Églantine.
La demeure accueillait désormais des événements communautaires, concerts, conférences, mariages dans le jardin restauré. Tout ce que Jean Églantine aurait voulu, pensa Stéphane. Un lieu qui servait et accueillait les gens plutôt que de rester vide et isolé. La vie personnelle de Stéphane s'était améliorée de manière plus discrète. Il fréquentait Nathalie Leclerc, une amie de la bibliothécaire qui l'avait aidé dans ses recherches. Rien de sérieux pour l'instant, mais de la compagnie et de la conversation, la possibilité d'une connexion. Sa relation avec Sandrine était devenue véritablement amicale. Elle lui avait envoyé une carte pour le féliciter, admettant qu'elle était impressionnée par ce qu'il avait accompli. L'université régionale lui avait demandé de donner une conférence invitée sur la préservation historique et l'importance des sources primaires. Debout devant les étudiants, partageant ce qu'il avait appris, Stéphane ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, le sentiment que ses connaissances et son expérience avaient de la valeur, qu'il avait quelque chose de significatif à apporter. En cet après-midi d'automne particulier, Stéphane se préparait pour une visite spéciale. Un groupe de vétérans de l'association d'anciens combattants locales voulait en savoir plus sur le service militaire du capitaine Jean Églantine. Stéphane avait compilé des recherches approfondies sur l'unité de Jean, les batailles qu'ils avaient menées, les hommes qui avaient servi à ses côtés. Alors qu'il revoyait ses notes, Bernadette arriva avec du café et des viennoiseries du centre-ville. Elle venait tous les mois, parfois plus souvent, leur amitié s'étant approfondie par ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Comment vas-tu » demanda-t-elle en s'installant dans un fauteuil qui avait appartenu à son grand-père. « Bien, dit Stéphane, et il le pensait. « Vraiment bien. »« Vous avez sauvé l'histoire de ma famille, dit doucement Bernadette. Vous nous avez rendu notre histoire, notre dignité. J'espère que vous le savez. » Stéphane pensa à la vie d'expulsion qui avait tout déclenché, au fait de se tenir dans cette demeure il y a 8 mois avec rien d'autre que des gants de travail et du désespoir. Vous avez sauvé la mienne aussi. Je me noyais, Bernadette. Cela m'a donné quelque chose à quoi m'accrocher. Ils restèrent assis dans un silence confortable, buvant du café dans une pièce où des choses terribles s'étaient produites, mais où la vérité avait finalement prévalu. Dehors, des enfants jouaient dans les jardins. Un groupe de touristes se rassemblait dans le hall. La demeure vivait à nouveau, remplie de but et de sens. Le téléphone de Stéphane vibra, un texto de Chloé avec une photo de son cours d'histoire, un livre sur les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. « Je pense à toi et au capitaine Églantine », avait-elle écrit. « Si fier de toi, papa. » Il sourit, regardant autour du bureau qui était maintenant le sien. Le portrait de Jean et Monique Églantine était accroché au mur. Tous deux semblant sévères sur la photo, mais aussi humains, vulnérables, de vraies personnes qui avaient aimé, travaillé et se sont battues pour ce en quoi elles croyaient. « Merci », leur murmura Stéphane. Pour avoir caché la vérité là où quelqu'un la trouverait, pour ne pas avoir abandonné, même quand cela semblait sans espoir. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les terrains qu'il aidait maintenant à entretenir. Le village s'étendait au-delà, des rues familières qu'il avait conduites pendant des décennies, les voyant maintenant différemment, non pas comme l'endroit qu'il avait rejeté, mais comme l'endroit où il avait retrouvé un but. Stéphane Dubois était entré dans cette demeure avec rien d'autre qu'un travail de nettoyage de poussière. Il en était reparti avec un avenir, avec la preuve que le courage d'une personne pouvait compter. Que la vérité valait la peine de se battre, même quand on n'a plus rien à perdre. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le bureau. Stéphane ramassa ses notes de visite et descendit. Il avait du travail à faire, des histoires à raconter, une histoire à préserver.